Alors aujourd'hui, la conférence s'intitule Apprendre à apprendre et toujours apprendre pour la fin de l'obsolescence humaine programmée. Alors, pourquoi apprendre à apprendre et pourquoi on a décidé d'insister sur le terme d'obsolescence humaine programmée? Ben, c'est parce que très rapidement, je brosse un rapide contexte. La civilisation numérique change notre manière d'apprendre, change notre relation à la connaissance. Vous savez, en 2000, il y avait ce livre de Jeremy Rifkin qui s'appelait L'âge de l'accès. Aujourd'hui, dans la civilisation numérique, on a accès à la connaissance, à une certaine forme de démocratisation et d'explosion des connaissances. On navigue dans un océan de connaissances, mais ce faisant, parce qu'elles sont extrêmement rapides, parce que nous produisons de plus en plus de données, de contenus, parce que le rapport entre le sachant et l'ignorant a été brisé, voire inversé, alors de nombreuses questions se posent. Est-ce que le prof est encore un prof? Qu'est-ce que c'est être un prof? Qu'est-ce que c'est être un apprenant? Comment est-ce possible que les disciplines qui, jadis, ou en tout cas jusqu'à une date récente, étaient segmentées les unes entre les autres, aujourd'hui deviennent poreuses les unes au regard des autres? Qu'est-ce qui fait qu'on peut devenir aussi un élève tout au long de sa vie, qu'on ne cesse d'apprendre? C'est pas, on sort de l'école, on a appris des compétences, on a appris un métier, et puis ça s'arrête là jusqu'à, disons, l'âge de la retraite. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. On devient, au même titre que les outils technologiques, nous-mêmes en tant qu'individus, obsolètes du point de vue de notre place dans le monde. Qu'est-ce qui fait que notre validation d'acquis, qu'est-ce qui fait que ce qu'on a appris est validé, est reconnu par la société? Qu'est-ce qui fait la valeur d'un diplôme? Qu'est-ce qui fait qu'un État, qu'une société, qu'une nation peut décider à un moment ou à un autre de dire c'est là où je vais mettre mes investissements, c'est là que je vais décider d'innover, c'est là que je vais décider de mettre le paquet sur l'éducation, sur la formation continue et ainsi de suite? Toutes ces questions, nous allons les traiter avec quelqu'un qui réfléchit à ça depuis maintenant 15-20 ans, qui est François Tadei. Merci beaucoup François d'être venu et d'inaugurer les sessions de discussion qu'on a avec les étudiants d'Epitech. Rapidement, qui es-tu? Car tout le monde ne te connaît pas forcément ici. Je pense que ce qui est important, c'est que François Tadei est le directeur du CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire. Et je crois que c'est très important d'insister sur le caractère interdisciplinaire de ce que cherche à faire François Tadei, c'est-à-dire de mêler les compétences, de mêler les disciplines, mais il en parlera évidemment bien mieux que moi. Tu es polytechnicien, ingénieur, généticien, chercheur, et donc tu as fondé en 2005 le CRI, c'est comme ça qu'on dit, on dit le CRI. Hein. Ma première question peut-être, c'est justement ce que j'évoquais à l'instant, c'est qu'est-ce qui fait qu'un diplôme peut être connu ou reconnu? Qu'est-ce qui fait que quand on sort d'Epitech, on a un tampon, alors que quand on sort d'autres écoles qui ne proposent pas de diplôme, on a une reconnaissance qui est autre? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, en 2016, que quelque chose se passe qu'est-ce qui fait qu'on décide que quelqu'un est compétent ou pas, et comment on valide cet acquis-là? On va discuter ensemble, disons, une demi-heure, 40 minutes. Ensuite, vous pourrez poser des questions. Les questions m'arrivent sur une petite tablette que j'ai à mes pieds. Mais vous pouvez aussi poser des questions oralement. Juste comme on est en multiplex, il faudra attendre que je vous donne un micro et de bien poser la question distinctement pour que partout en France, on puisse vous entendre. Donc François, rapidement sur cette histoire de la validation, de la reconnaissance. Merci. Donc, il y a beaucoup de gens qui parlent de la société de la connaissance. Je pense qu'on a au moins autant besoin de la société de la reconnaissance. D'accord ? Et c'est intéressant que ces deux mots soient très proches sémantiquement.
Et en même temps, en anglais, c'est la même chose, hein. Knowledge et acknowledge. Donc il y a vraiment quelque chose entre connaissance et reconnaissance, parce que souvent on est reconnu pour les connaissances qu'on a. Quand il m'a présenté, il vous a donné tout un tas de schtroumpfs, de labels que j'ai sur la fesse gauche, qui m'ont été donnés au cours du temps. Mais en même temps, on a aussi une forme de reconnaissance, pas forcément uniquement pour les diplômes, mais aussi pour des initiatives qu'on a pu prendre ou des actions dans lesquelles on a pu être engagé. Donc je pense qu'on a besoin de définir de nouvelles formes d'accès à la connaissance, ça tu les as évoquées, mais aussi de nouvelles formes de reconnaissance. Hein, je ne sais pas si vous savez, mais par exemple Google aujourd'hui regarde au moins autant les traces numériques que vous avez laissées sur des plateformes comme GitHub ou Stack Overflow que les diplômes. Et d'ailleurs, quand ils corrèlent la capacité de leurs ingénieurs avec leur productivité, c'est pas tant le diplôme qui est le meilleur prédicteur que cette capacité à avoir fait des choses. D'accord ? Et donc il y a au moins dans le monde numérique tout un tas de traces qui commence à exister, mais et je pense que de ce point de vue-là, le numérique et les métiers du numérique sont relativement pionniers par rapport à d'autres domaines, parce que les informaticiens ont la capacité de se créer leurs propres outils, et donc Stack Overflow ou GitHub ont évidemment été créés par les informaticiens pour des informaticiens, et ils ont créé au passage des formes de reconnaissance pour des connaissances, des lignes de code, des algos qui ont pu être conçus, et ça permet de créer des formes de reconnaissance alternatives. Et donc effectivement, dans cette société de la connaissance et de la reconnaissance, il y a d'autres manières d'être reconnu pour ce qu'on fait. Et l'une des questions, c'est comment est-ce qu'on peut généraliser ce qui existe déjà dans vos domaines, dans d'autres domaines. Donc moi, par exemple, peut-être un défi pour certains d'entre vous, est-ce que vous seriez capable de faire un GitHub qui soit children-friendly, c'est-à-dire où les enfants puissent comprendre comment ça fonctionne et ils puissent mettre leur propre production, que ce soit des trucs qu'ils ont écrits sur Scratch ou sur d'autres formats. Donc comment est-ce qu'on peut essayer d'utiliser ces nouvelles formes de connaissance et de reconnaissance pour permettre à tout un chacun d'apprendre, puisqu'on apprend des choses dans une école comme celle-ci, mais on apprend tous les jours des choses via le web. Mais on a très peu de traces de ce qu'on a appris via le web aujourd'hui, et on a très peu de reconnaissance de ce qu'on a pu apprendre via le web. Donc aujourd'hui, ou dans quelques années, vous allez sortir d'ici avec un diplôme, mais vous allez bien évidemment continuer à apprendre tout au long de votre vie, et progressivement, qu'est-ce qui vaudra le plus sur le marché du travail? Est-ce que c'est votre diplôme d'origine, ou est-ce que c'est l'ensemble des choses que vous aurez su faire et apprendre par la suite? Et comment est-ce qu'on gardera des traces de ça? Et donc on a besoin d'inventer des process qui vont nous permettre d'imaginer de nouvelles formes de reconnaissance pour les connaissances qu'on acquiert. Hein, par exemple, parmi les défis qu'on pourrait avoir, imaginez une espèce de Google Map de la connaissance, où vous sauriez ce que vous savez déjà, les endroits que vous avez déjà visités, et puis vous pourriez vous dire, tiens, j'ai envie d'aller dans tel autre domaine, et si vous voulez aller de ce que vous savez faire aujourd'hui vers, je sais pas moi, la biologie, la médecine, la santé ou l'éducation, ou un des moonshots qui vous sera proposé, quel est le plus court chemin pour y aller? Aujourd'hui, on n'a pas accès à ce genre de choses. On n'a pas non plus de blablacar de l'éducation qui permet de nous dire j'ai envie d'aller là, mais j'ai pas envie d'y aller tout seul. J'ai envie d'avoir quelqu'un avec qui converser en chemin. J'ai envie d'avoir un compagnon de route. J'ai envie d'avoir des gens avec qui je vais pouvoir co-élaborer mon savoir. Et donc la connaissance, traditionnellement, elle est transmise de manière très... Enfin, vous connaissez par cœur le système vertical éducatif, mais aujourd'hui, on voit bien qu'elle se transmet très différemment. Et donc il faut réinventer les manières d'acquérir de la connaissance, de transmettre de la connaissance et de co-construire de la connaissance. Et si une connaissance a été co-construite, comment on sait quelle est la contribution de chacun d'entre vous à un projet particulier, par exemple? D'accord ? Et donc c'est compliqué d'inventer ces nouvelles modalités, mais si on a suffisamment de traces, on peut reconstruire les choses et on peut les documenter. Et aujourd'hui, avec tout un tas de choses comme les blockchains, on doit pouvoir arriver à garder beaucoup plus de traces des acquisitions et des passages qu'on a pu faire. Et est-ce qu'on peut inventer des formules qui soient... alors, on pourrait faire un Facebook de la connaissance, mais est-ce qu'on fait plutôt quelque chose de beaucoup plus pair à pair, de beaucoup plus partagé? Donc c'est là où il y a votre capacité à coder les solutions va contribuer à inventer des choses qui peuvent être soit dans une direction, soit dans une autre. Et donc, je pense que par rapport au Moonshot et à votre implication sur des projets de société comme ceux-là, donc d'abord, au passage, je félicite ceux qui vous accompagnent dans cette démarche parce que je pense que c'est extrêmement important, parce que ça vous aide à vous poser les bonnes questions. Parce que c'est pas suffisant d'être un bon technicien, d'être un bon ingénieur, de quelqu'un qui sait comment coder quelque chose, par exemple,
parce que demain, une partie des softs que vous allez apprendre et des algos que vous allez apprendre vont être obsolètes. Et donc ce qu'il faudra, c'est que vous soyez capable de vous poser de nouvelles questions. Il y a au moins 3 formes d'intelligence, et une d'entre elles, c'est la connaissance des solutions d'hier. Et donc dans l'enseignement classique, on vous apprend les solutions d'hier. Après, il y a être capable de trouver des solutions à des problèmes bien posés qu'on vous donnerait. Et donc ça, c'est dans des pédagogies un peu plus actives, le genre de choses que vous pouvez être amené à faire. Et puis le 3e niveau, c'est d'être capable vous-même de reformuler un problème complexe pour essayer de lui trouver une solution particulière. Et je pense que l'objectif de ces moonshots, c'est de cet ordre-là. C'est de vous inviter à comprendre qu'il y a des problèmes de société qui sont évidemment complexes, et c'est ceux qui nous concernent tous, à titre individuel et à titre collectif. Par exemple, les Nations Unies ont fait une liste des 17 grandes priorités mondiales, de lesquelles il y a effectivement l'éducation, il y a la santé, il y a la pauvreté, il y a le climat, il y a la biodiversité, il y a les problèmes de genre. C'est une école où visiblement vous pourriez être amené à réfléchir sur le sujet. Voilà, il y a un certain nombre de grands sujets de société, et comment est-ce qu'on peut traiter ces sujets. Et donc il y a besoin d'une nouvelle génération qui se disent qu'elle peut contribuer à résoudre ces problèmes. Et je pense que si vous vous confrontez à des problèmes complexes, évidemment, vous les résoudrez peut-être pas complètement parce qu'ils sont très complexes et pas faciles, mais vous apprendrez des tonnes de choses au passage. Vous apprendrez à reformuler, vous apprendrez à voir quelles sont les solutions qui peuvent exister, qui peuvent être recombinées, hackées pour leur permettre de contribuer à apporter au moins une brique de solution. Et vous verrez que d'autres, à l'autre bout de la planète, ont d'autres briques de solutions, et éventuellement vous pourrez contribuer à ce qu'on appelle gravir des épaules de géants, c'est-à-dire regarder ce que d'autres ont fait avant vous, vous en inspirer et éventuellement l'adapter aux défis que vous déciderez de relever. Dans cette reconnaissance de la connaissance, justement, tu parlais de travail collectif, on parlait de blockchain. Qu'est-ce qui permet finalement de valider le groupe, l'intelligence collective? Est-ce que l'intelligence collective, elle est sanctionnée par un diplôme, quelque chose qui serait de l'ordre de la reconnaissance publique communément admise? Donc l'intelligence collective, c'est un sujet sur lequel il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, parce qu'on voit bien que c'est comme ça qu'on fonctionne de facto plus efficacement. Et c'est en l'occurrence probablement le propre de l'homme, c'est d'être capable de s'appuyer sur ce que d'autres ont fait. Il y a quelques cultures animales où il y a un peu de transmission, mais ça n'a jamais atteint les capacités qui peuvent exister chez nous. Donc assez clairement, d'ailleurs il y a un bon TED, vous pouvez regarder, sur le sexe des idées. Et en fait c'est l'idée que, c'est pas l'idée du sexe, c'est... Faites pas, enfin, vous saurez trouver la différence, mais sur YouTube, c'est pas toujours évident d'avoir la bonne référence. Et en fait, cette idée de recombiner des idées, cette idée d'utiliser ce que d'autres ont fait pour contribuer à avancer, elle est devenue toujours plus essentielle, alors que dans les systèmes classiques, on maximise les intelligences individuelles, on les met en compétition, au lieu de leur apprendre à coopérer, leur apprendre à faire ensemble des choses qu'elles ne sauraient pas faire toutes seules. Mais il y a plein de secteurs d'activité, tu prends le cinéma par exemple, ou le théâtre, ou le sport, ou etc., dans lesquels évidemment c'est la force du collectif, et c'est est-ce que tu fais partie de l'équipe championne du monde de football ou pas, est-ce que tu es champion olympique ou pas. Et on voit bien que si tu as contribué à ça, et si ton nom est au générique d'un film, on sait que tu as contribué, on dit exactement quelle a été ta contribution, et d'ailleurs on peut éventuellement aller regarder de manière plus fine. Et donc je pense que dans des grands programmes de logiciels genre Linux et autres, on voit bien qu'il y a des collectifs qui ont contribué, et on peut tracer précisément les contributions de chacun. Et donc on peut à la fois dire j'ai contribué à Linux, mais on peut aussi savoir précisément combien tu as pu contribuer ou pas à tel ou tel logiciel open source. Donc ça, je pense que c'est des choses très importantes, mais cette notion d'intelligence collective, elle est encore relativement embryonnaire. Il commence à y avoir quelques études sur le sujet. D'ailleurs, une mauvaise nouvelle pour vous, c'est qu'un groupe fonctionne d'autant mieux en intelligence collective qu'il y a plus de femmes parmi lui. D'accord ? Donc voilà, c'est une raison de plus, s'il en était, que vous avez besoin d'aller chercher ça. Et c'est en particulier la capacité à s'écouter les uns les autres, à calmer les égos, à être... Et donc, typiquement, si tu mesures l'intelligence collective, c'est pas la somme des intelligences individuelles, c'est pas le max des intelligences, c'est bien une alchimie singulière dans laquelle il y a un certain nombre de règles, comme celles que j'ai édictées, qui permettent de la promouvoir.
Donc par exemple, s'il y en a un qui parle tout le temps et que les autres ne peuvent pas contribuer, ben, assez clairement l'intelligence collective est beaucoup plus faible que si on prend des tours de parole et si on sait s'écouter et si on sait construire sur les idées des autres et si on sait les critiquer de manière constructive. Donc ça, c'est dans des échelles de petits groupes. Maintenant, si on crée par exemple un wiki et qu'on invente Wikipédia, on voit bien qu'on sait fédérer l'intelligence collective dans un certain domaine. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi beaucoup de bêtises collectives. D'accord. Et donc, comme il y a beaucoup de bêtises collectives, comment est-ce qu'on invente des règles qui favorisent l'intelligence collective au détriment de la bêtise collective? Donc, Wikipédia a inventé plein de règles. Ils ont même inventé une règle, parce qu'ils avaient trop de règles à un moment donné, qui disait, bon, il y a des cas où on va oublier toutes les autres règles et on va avancer, quoi. Donc, on voit bien que c'est compliqué, l'intelligence collective, parce qu'assez vite, ça demande, mais comment est-ce qu'on gère le collectif? Et donc, il y a probablement des manières plus subtiles que d'autres de faire les choses, qui sont un peu moins dominées. Même Wikipédia, il y a 90% de mecs, hein, je vous rassure, mesdemoiselles. Même la page allaitement maternel, elle est écrite par des hommes. Hein, donc voilà. En termes d'intelligence collective, il y a besoin d'inventer des process qui nous permettent d'intégrer vraiment toutes les intelligences dans le collectif. Donc non seulement celles de ces demoiselles, mais aussi celles de gens qui sont éventuellement pas connectés au numérique aujourd'hui. Il y en a encore des milliards et tout un tas de gens comme ça, les plus jeunes, les plus âgés. Comment est-ce qu'on intègre vraiment toutes les formes d'intelligence? Et demain, il va falloir intégrer les intelligences artificielles. D'accord? Et donc, on est dans des collectifs de plus en plus d'hommes et de machines. Et donc, il va falloir, par rapport à la question de l'obsolescence programmée de l'homme, réfléchir aux différentes formes d'intelligence et qu'est-ce qu'elles apportent. Je ne sais pas si vous connaissez ce qui s'est passé dans le monde des échecs. Vous avez vu que Deep Blue avait battu Kasparov, qui était le champion du monde d'échecs. C'était il y a une vingtaine d'années, donc la plupart d'entre vous étaient à peine nés. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que ça fait 20 ans aux échecs que l'homme plus la machine, c'est mieux que la machine seule, qui est mieux que l'homme seul. D'accord? Et donc il y a toujours plus d'activités où c'est comme ça. Et donc ce qui compte, c'est, et vous le savez bien, c'est de maîtriser la machine, mais aussi de savoir quand faire confiance à l'homme et quand faire confiance à la machine. Et ça, c'est un peu moins évident. Donc les meilleurs joueurs d'échecs savent le faire. Et en particulier, c'est pas les meilleurs joueurs d'échecs par rapport à avant. Il ne suffit pas d'être un très bon joueur d'échecs pour savoir quand faire confiance à soi et quand faire confiance à la machine. Il faut aussi comprendre la logique qui est dans la machine et il faut aussi être capable de savoir arbitrer entre ces deux formes d'intelligence. Peut-être que demain, c'est la machine qui arbitrera entre les deux formes d'intelligence, mais pour l'instant, c'est nous qui avons cette responsabilité. J'embraye sur la question du rapport homme-machine. Pardon, mais tu dis ça de manière extrêmement laconique. De dire bon bah en fait peut-être demain c'est la machine qui j'avais trouvé une phrase que tu avais prononcée je sais plus où. Tu avais dit un algorithme n'aurait aujourd'hui aucun mal à entrer major de Polytechnique. Là encore derrière j'imagine une petite ironie grinçante, une certaine forme de fatalisme dans ton analyse du rapport homme-machine. Est-ce que c'est parce que tu fais quand même au final confiance en l'intelligence humaine? Ou bien est-ce que c'est parce que tu as pris acte qu'il fallait justement imaginer un nouveau rapport entre l'intelligence biologique et l'intelligence artificielle? C'est des sujets super compliqués. Hein. Et je pense que personne n'a la réponse aujourd'hui. Je ne sais pas si une machine ou un homme l'aura demain, mais je pense que c'est des... ou une femme. Mais je pense que c'est des vrais sujets. Et sur lesquels je pense qu'il faut s'interroger et plus on le fait collectivement, plus on a une chance. Moi j'espère qu'en fait ça sera un collectif d'humains qui saura répondre à ces questions qui sont probablement les questions les plus cruciales pour l'avenir. En tout cas c'est ce que pensent des gens comme Elon Musk et quelques autres. Donc il y a plusieurs manières de penser l'intelligence. Par exemple, et ça, effectivement ça peut être relativement angoissant assez rapidement, hein, que si on se dit bah voilà, est-ce qu'on est dans un scénario à Terminator ou autre. Moi, je me suis posé la question à un moment donné et je me suis dit, en fait, vous pouvez peut-être faire l'exercice si ça vous amuse. Si vous deviez écrire aux intelligences de demain, qu'est-ce que vous leur diriez? D'accord? Et en fait, quand on se pose cette question, déjà on se pose la question de ce que c'est qu'une intelligence. Il peut y avoir plein de formes d'intelligence, et nous-mêmes on a plusieurs formes d'intelligence. On a une intelligence pratique, une forme d'intelligence émotionnelle, une forme d'intelligence sociale, une forme d'intelligence mathématique, etc. Donc on a différentes formes d'intelligence, et on a tendance à sacraliser les machines quand elles nous dépassent dans une de ces dimensions. Mais on en a plein d'autres.
en général. Et c'est pas parce qu'on perd aux échecs, la machine elle sait même pas pourquoi elle joue aux échecs ou au Go. Donc par exemple, il y a des questions comme les questions de sens auxquelles les machines ne savent absolument pas répondre aujourd'hui. Et je ne sais pas si elles sauront le faire demain, mais ce sera probablement la dernière frontière où peu s'en faut. Parce qu'effectivement, un algo, il optimise pour quelque chose, mais il ne sait pas définir ce pourquoi il souhaiterait optimiser. Et il ne sait pas se dire, tiens, au bout d'un moment, je commence à m'ennuyer, je vais aller optimiser pour autre chose. Parce que là, je pense que ma tâche est suffisamment accomplie. Donc peut-être que vous serez un jour capable de penser des machines et des algos qui sauront dépasser ces limites, mais pour l'instant, on en est là. Après, il y a une autre question qui est assez philosophique, et quelqu'un comme Yuval Harari, que je vous conseille, il a été invité par Google et plein d'autres, il a écrit un livre qui s'appelle Sapiens, et il y en a un autre qui est en train de sortir qui s'appelle Homo Deus. D'accord ? Donc Sapiens, c'est l'histoire de l'humanité, et Homo Deus, c'est le futur de l'humanité. Donc c'est est-ce que l'homme devient Dieu, hein, je veux dire, voilà, c'est ça. Vous savez, Dieu, il était omniscient, immortel, etc. Est-ce qu'on est en train de créer des technologies qui nous permettent de faire ça, ou qui vont permettre à d'autres formes d'intelligence que la nôtre de faire ça ? Donc voilà, on est face à des défis qui sont assez colossaux, et on a effectivement besoin d'y réfléchir collectivement. Et donc la question que pose Harari, c'est est-ce que finalement on est autre chose qu'une somme d'algorithmes biologiques ? Parce que si on n'est rien d'autre qu'une forme d'algorithme biologique, il est possible que des algorithmes basés sur du numérique soient éventuellement plus efficaces un jour que des algorithmes qui soient uniquement basés sur du biologique. Donc voilà, cette question, on peut la poser comme ça, mais je pense que c'est question de sens et de se dire qu'il y a plein de formes d'intelligence, et on peut aussi s'interroger sur la manière dont on traite les autres formes d'intelligence que la nôtre. Déjà, celles des autres humains, qu'ils aient ou pas fait des études, qu'ils aient ou pas tout un tas de capacités qu'on peut considérer comme importantes, mais toutes les formes d'intelligence animale, par exemple. Et si la forme d'intelligence n+1 nous traite comme nous traitons les formes d'intelligence n-1, n-2, n-3, peut-être qu'on est assez mal barré. D'accord ? Et donc ça peut nous amener à une réflexion éthique sur notre relation aux autres formes d'intelligence d'ores et déjà. Peut-être qu'une vraie forme d'intelligence, c'est une forme qui sait respecter les autres formes d'intelligence. Y compris artificielles, mais tu pourrais espérer que les intelligences artificielles supérieures nous respectent en tant qu'intelligence biologique. Voilà, donc c'est là où il y a vraiment des questions à se poser, mais si on ne se pose pas ces questions sur nous-mêmes, il y a peu d'espoir que la machine se les pose spontanément. Parce qu'a priori, il va falloir les mettre dedans, mais pour les mettre dedans, il faut encore qu'on les ait conceptualisés. Donc il y a par exemple aujourd'hui des gens qui se disent mais comment est-ce qu'on met l'éthique dans la machine ? Comment est-ce qu'on met la sagesse dans la machine ? Parce que si tu n'as mis ni éthique ni sagesse dans la machine et qu'elle est plus puissante et plus maligne que toi, il n'est pas évident qu'elle te respecte. Tu vois. Donc il y a besoin de se poser ces questions. Et moi, il y a un poème de T.S. Eliot que j'aime bien, hein, qui dit où est passée la vie qu'on a perdue en la vivant ? Où est passée la sagesse qu'on a perdue dans la connaissance ? Où est passée la connaissance qu'on a perdue dans l'information ? Et je pense qu'aujourd'hui, il ajouterait où est passée l'information qu'on a perdue dans les données. Et quelque part, un projet de recherche de long terme, c'est comment est-ce qu'on passe des données à l'information, de l'information à la connaissance, de la connaissance à la sagesse, et de la sagesse à la vie, et comment est-ce qu'on préserve tout ça dans le monde de demain. Parce que si on a des technologies qui maximisent les flux d'informations, par exemple, sans s'intéresser aux flux de connaissances, de sagesse et de vie, il n'est pas du tout évident qu'il y ait une place pour l'humanité sur cette planète à l'avenir. Donc je pense qu'on a vraiment besoin de s'interroger sur ce type de questions toujours plus, en particulier quand on est en train de créer nous-mêmes ces outils. Alors il y a énormément de questions qui m'arrivent sur la tablette, mais c'est intéressant que tu cites un poète comme T.S. Eliot. Tout ce que tu viens de dire est question encore plus difficile. Comment tout ça s'enseigne ? La question de l'éthique, la question de ce qu'on met d'humain dans, dans la puce. Comment tout ça s'enseigne et quel est justement le rapport? J'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu sur la question justement de l'interdisciplinarité. C'est amusant qu'on parle de poésie dans une école d'informatique. Est-ce que typiquement on peut imaginer des cours qui soient faits à plusieurs? Est-ce que on a besoin d'apprendre de ses élèves? Pardon, hein, mais qu'est-ce que ce serait une école qui prendrait en considération finalement ces nouvelles porosités et ces nouvelles questions qui sont hallucinantes et dont on est à peine au seuil aujourd'hui? Il y a un assez bon bouquin sur les nouvelles formes d'organisation qui s'appelle Les organisations réinventées,
de Frédéric Laloux, où il dit en fait que dans les nouvelles formes d'organisation, ce qu'il faut, c'est pas simplement des petits soldats qui sont chacun à leur poste et chacun optimisé pour la fonction qu'ils sont chargés de faire. C'est des organisations dans lesquelles vous arrivez en tant qu'être humain. Parce que si vous arrivez en tant que rouage, un jour ou l'autre, vous pouvez être remplacé par un autre rouage, y compris par une machine. Si vous arrivez en tant qu'être humain et que vous y amenez toutes vos sensibilités, toute votre complexité et toutes vos envies et vos peurs, ça a un mérite, c'est que vous allez pouvoir faire évoluer cette organisation et donner tout ce qu'il y a de vous-même, puisque vous y êtes accepté intégralement. Donc c'est vrai de l'ensemble des organisations. Frédéric Laloux parle en particulier des entreprises. Il donne un ou deux exemples dans le monde de la santé ou dans le monde de l'éducation. Et je pense qu'une école qui saurait accepter la complexité des êtres vivants qui la rejoignent et pas simplement les optimiser pour une seule fonction qui serait codée ou autre chose, à mon avis, est plus intéressante. D'ailleurs, aux États-Unis, on appelle ça Liberal Arts Education. Il y a depuis longtemps cette volonté de créer des étudiants qui soient capables de penser différentes dimensions. Donc ça, c'est complexe parce que la manière dont on a... Je ne sais pas si vous avez aimé vos cours de philo ou vos cours de français, mais c'est peut-être pas, quoi. Moi, par exemple, j'ai eu 7 en philo au bac, donc voilà, 7. Voilà. Donc je pense on peut toujours continuer à apprendre au-delà de l'école et développer progressivement ces questionnements-là. Donc je pense qu'il y a besoin d'avoir l'occasion de les développer. Je pense que ce genre de choses que vous êtes en train de faire contribue à développer d'autres dimensions et vous invite à réfléchir à d'autres choses. Donc ça, je pense qu'il faut le travailler. Je pense qu'il faut essayer d'aller au contact d'autres étudiants, d'autres disciplines, et éventuellement de faire des choses en commun avec eux. Je pense que si, par exemple, vous vous intéressez au moonshot lié à l'éducation, si vous voulez venir au CRI discuter avec des étudiants qui se posent des questions similaires mais qui viennent de mondes assez différents du vôtre, vous serez les bienvenus. Donc je pense que vous pouvez vous brasser comme ça avec d'autres personnalités. Vous pouvez voyager, faire le tour du monde, etc. Donc il y a plein de manières d'encourager ça. Mais c'est vrai que si vous partez d'un problème réel, ce problème réel, il est évidemment complexe, il a évidemment plein de dimensions, et chaque discipline peut apporter quelque chose. Il y a une métaphore que j'aime bien, qui nous vient d'Inde, qui est celle de l'éléphant et des 6 aveugles. Donc il y a 6 aveugles qui touchent chacun un éléphant, et chacun touche un bout différent de l'éléphant. Celui qui touche la trompe est persuadé que c'est un serpent, celui qui touche la queue pense que c'est une liane, celui qui touche une défense pense que c'est une lance, celui qui touche l'oreille pense que c'est un rideau, celui qui touche une patte pense que c'est un tronc d'arbre. Et donc ils ont tous une perspective différente sur ce qu'est l'éléphant, et il y a quelqu'un qui passe et qui leur dit qu'aucun d'entre eux n'a réellement raison et que ça sert à rien qu'ils se battent. Il vaudrait mieux qu'ils soient capables de mettre en commun les morceaux d'informations qu'ils ont pour essayer de reconstruire la complexité qui est face à elle. Et le problème, c'est que chaque discipline a développé des manières de focaliser l'attention sur une dimension particulière. Et ça a des avantages et ça peut être très efficace. Mais à un moment donné ou à un autre, on risque d'avoir autant de disciplines que d'aveugles et de ne comprendre de la complexité du monde que des choses qui sont très restreintes. Et si on veut vraiment comprendre des enjeux complexes comme ceux qu'on aborde, on a besoin évidemment de plein de gens différents. Et donc typiquement, on a besoin de réfléchir en s'inspirant de poètes, d'artistes, etc. Par exemple, nous, une des choses qu'on fait, c'est qu'on a organisé un ciné-club avec le Grand Action dans le quartier latin, et on prend des films, vous prenez un film comme Bienvenue à Gattaca, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un film qui pose un des autres grandes questions éthiques de demain, qui est maintenant on a la possibilité de modifier le génome humain, voire de le réécrire complètement. Est-ce qu'on en a envie ou pas ? Et c'est un peu la même question que celle des informaticiens, qui est quid d'une intelligence artificielle qui serait capable de réécrire son propre code, et à partir de là, qu'est-ce qu'elle gardera de ce qu'on lui a mis initialement, en particulier toutes ces considérations d'éthique et d'intelligence collective et de capacité à vivre ensemble. Donc voilà, il y a plein de questions qui se posent, mais elles se poseront toujours plus parce que tout ça, ça paraissait il y a quelques années être des questions de science-fiction. Quand Bienvenue à Gattaca est sorti il y a une bonne dizaine d'années, c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et ce qui est assez fou, c'est qu'une partie de ces discussions aujourd'hui ont lieu derrière des portes closes, qui peuvent être celles de Google ou d'Harvard ou du MIT. Et donc comment est-ce qu'en tant que citoyen du monde, on a le droit de participer à ces débats? Comment est-ce qu'on s'en empare? Et comment est-ce qu'on fait en sorte que c'est bien une intelligence collective globale qui est invitée à penser ça, et pas uniquement quelques venture capitalistes de la Silicon Valley ou quelques chercheurs d'Harvard? Alors toutes les questions qui parviennent sont liées au rapport entre l'homme et la machine.
ça m'étonne pas du tout de vous. Vous êtes des gens brillants et vous vous posez des questions sur, sur votre propre avenir. Je vais en citer quelques-unes. Quels seraient les critères permettant de dire que la machine crée quelque chose? Comment enseigner à la machine le respect des autres intelligences si l'humain se pense déjà être la forme d'intelligence supérieure? Comment est décidée la légitimité d'une personne à enseigner l'éthique? Bref, on est là vraiment, je pense, face à des grands questionnements éthiques. Quelque chose peut-être de plus concret, l'exemple de la voiture autonome. Et la voiture doit protéger son chauffeur, ou bien est-ce que c'est la personne qui se trouve en face qui doit protéger? Bref, on est là, je crois, face à des questions, très franchement, qu'on se posait même pas il y a 2 ans. Et les exemples des accidents de la Google Car ou de la Tesla récemment ont appuyé sur un bouton de manière subreptice qui a fini par créer un effet d'onde où finalement l'ensemble de la société se pose ces questions-là. Est-ce qu'on peut enseigner l'éthique? Est-ce que c'est de l'éthique? Est-ce que c'est du droit? Là encore, si on reprend l'éléphant, le droit ce serait peut-être l'arbre et l'éthique ce serait le rideau. Enfin, comment tout ça fonctionne? Si j'avais l'ensemble des réponses à ces excellentes questions, ça se saurait. Donc je ne peux que rebondir sur les questions et essayer de les reformuler. Mais je pense qu'effectivement, on n'a pas la réponse à ces questions. Et je ne sais pas si vous connaissez Jan Tallinn, hein, c'est le fondateur de Skype. Et c'est un des premiers à avoir dit qu'il fallait se soucier de ces questions d'éthique et de sagesse et de réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait les mettre dans les intelligences artificielles. Hein, comme il avait un peu d'argent de poche, il a décidé d'investir dans l'ensemble des entreprises qui faisaient l'intelligence artificielle pour être dans les conseils d'administration et pouvoir discuter avec eux de ça et essayer de... Donc ça a été le premier, avant Elon Musk et d'autres, à s'intéresser à ces questionnements. Et donc une des choses que... Donc il y a un certain nombre de talks que vous pouvez retrouver de lui. Dans l'un d'entre eux... Yann dit ces questions d'éthique et de philosophie et de sagesse, on se les pose depuis des milliers d'années sans y avoir trouvé de réponse. Et il nous reste quelques années pour trouver des débuts de solutions et les mettre dans la machine, parce qu'après il sera trop tard. Donc je pense que c'est d'excellentes questions, mais elles n'ont jamais été faciles et elles deviennent urgentes. Donc ça les rend pas plus faciles, mais ça les rend plus urgentes. Donc l'une des questions qui a été posée, c'est mais qui peut parler d'éthique? D'accord. Donc, je vais vous citer un grand sage de l'Antiquité qui s'appelait Confucius. Je pense qu'il faut aller chercher des bribes de sagesse dans autant de pays, de cultures que l'on peut par rapport aux enjeux d'aujourd'hui. Et Confucius, il a dit 2 choses par rapport à la sagesse que je trouve intéressantes. La première, c'est qu'il a un disciple qui lui demande ce que c'est, il lui donne une réponse, et puis il y en a un autre qui vient et qui lui pose la même question, et il lui donne une autre réponse. Alors les disciples se parlent, ils se disent quand même il nous a blousé, il nous a pas donné les mêmes réponses, etc. Donc ils reviennent le voir en disant maître, quand même, vous exagérez. Et Confucius leur dit mais en fait vous êtes différents, donc je ne pouvais pas vous donner la même réponse. Et donc il y a déjà une forme dont on entend qu'elle est contexte dépendante. D'accord. Et puis une autre chose que j'aime bien chez Confucius par rapport à ça, c'est qu'il disait il y a 3 manières d'atteindre la sagesse. La première, c'est de faire des erreurs et d'apprendre de ces erreurs. La deuxième, c'est de réfléchir pendant très longtemps au sujet, parce que ce n'est pas un sujet facile. Et la troisième, c'est d'imiter les gens les plus sages autour de soi. Mais ce qu'il n'a pas dit et qui reprend la question qui a été posée, c'est comment est-ce que l'on identifie les gens les plus sages autour de soi? Et assez typiquement, ceux qui se proclament comme les plus sages autour de soi, il y a peu de chances qu'ils le soient. D'accord. Et donc on est dans une situation compliquée parce qu'il y a plein de gens qui vous disent la sagesse c'est facile, il suffit de lire ce bouquin et d'appliquer à la lettre tout ce qui est écrit dedans et ça sera bon. Et vous pouvez poser exactement la même question par rapport à une sagesse dans une machine. D'accord. Est-ce que c'est une somme de lignes de code, la sagesse dans la machine, ou est-ce que c'est plus complexe que ça? Et donc si vous prenez ce que disait Confucius, peut-être qu'on pourrait... Admettons qu'on ait tous fait des erreurs et qu'on réfléchisse les uns et les autres de temps en temps au moins à ces sujets. Si on était capable de documenter nos erreurs et les leçons qu'on en a tirées, nos réflexions et celles qu'on a pu lire chez d'autres, et si on était capable de partager ça, alors on serait capable de créer
ce que j'appellerais volontiers open wisdom, c'est-à-dire une vision où la sagesse ne peut pas être fermée pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Donc la sagesse est forcément ouverte. Elle est forcément ouverte, et à ce moment-là, qui peut y contribuer? Ben, moi je dirais tout le monde. Ça peut être un enfant de 5 ans comme une grand-mère, ça peut être un vieux sage en Inde comme un SDF ici, ça peut être plein de gens. Et pourquoi faire en sorte qu'il y ait des professionnels de la sagesse, qu'on appelle éventuellement des philosophes professionnels, ou des spécialistes de l'éthique ou de la religion, ou etc. Ou est-ce que ce n'est pas des sujets qui nous concernent tous et dans lesquels on a tous le droit d'exprimer notre propre point de vue, de le partager, de le discuter? Et si on avait une base de données dans laquelle il y avait l'ensemble de ces choses-là, d'abord, ça pourrait être intéressant pour chacun d'entre nous, parce qu'on aurait un espèce de miroir personnel, on aurait un miroir collectif, et potentiellement, on peut imaginer qu'une intelligence artificielle qui viendrait demain viendrait récupérer cette base de données et inférerait ce que pourrait être une forme de sagesse collective grâce à ça. Donc il y a plein de manières potentielles d'aller traiter ces sujets, mais je pense que la laisser à quelques-uns, à mon avis, est une erreur. Et donc il y a besoin de formes qui soient certainement ouvertes. C'est à peu près la seule chose dont je suis persuadé. Moi je ne sais pas du tout ce que c'est que la sagesse, mais je sais que tous ceux qui me disent c'est facile, c'est fermé, écoute ce que je te dis et fais exactement ce que je te dis, ça amène à des désastres. Moi quand j'ai vu Charlie, en fait j'ai commencé à me poser ces questions-là. Parce que quand il y a des jeunes à peu près de votre âge qui s'engagent et qui donnent leur vie, en l'occurrence pour une cause qui nous paraît à tous aberrant, enfin j'imagine, on ne peut que s'interroger sur qui a le droit de dire ce qu'est la sagesse et ce qui a du sens. Je rappelle que sapiens veut dire sage. Et je vous incite à lire ce merveilleux livre qui est un best-seller mondial depuis presque un an maintenant, donc Sapiens, un gros bouquin qu'on trouve partout. Venons-en à la question de l'État. Et on a le sentiment que d'une certaine manière, l'éducation nationale, elle est à la fois, je dirais, poussiéreuse parce qu'elle est fondée sur les mêmes socles qu'il y a environ 150 ans, l'époque de Jules Ferry, et en même temps, on a le sentiment, et je crois le CRI en est l'illustration, que notre société fourmille d'initiatives, de tentatives, d'innovation. Comment on peut rapprocher le monde de l'innovation en termes d'éducation et le monde officiel de l'éducation nationale telle qu'on l'entendait? Qu'est-ce que ce serait un hussard noir de la République aujourd'hui doté d'un ordinateur et d'une sagesse numérique? Donc l'éducation nationale, je pense qu'elle a eu ses heures de gloire. D'accord. Quand au XVIIIe siècle, on coupe quelques têtes et qu'on a besoin de remplacer une aristocratie par une méritocratie et qu'on crée des écoles et qu'on décide de former les gens qui vont décider pour les autres de manière scientifique, c'est un progrès par rapport à tout ce qui peut exister ailleurs. Le problème, c'est que ces écoles et ce système a peu évolué depuis cette époque-là, en tout cas moins que le reste de la société et certainement moins que les technologies et aussi moins que d'autres pays. Et donc progressivement, dans un monde qui change toujours plus vite, si vous ne changez pas, vous devenez forcément toujours plus obsolète. C'est une évidence. Et si vous changez moins vite que les autres, vous êtes forcément toujours plus obsolète. Donc c'est pas que l'éducation nationale n'évolue pas, c'est qu'elle évolue pas suffisamment vite. Et pourquoi est-ce qu'elle évolue pas suffisamment vite? C'est parce qu'elle ne se donne pas les moyens d'évoluer suffisamment vite. D'accord. Et donc il y a différentes manières de faire évoluer un système. Donc moi je suis biologiste et je peux vous dire comment les systèmes biologiques évoluent, mais typiquement ils évoluent en faisant des erreurs. Ils évoluent en faisant des erreurs, ce qu'on appelle des mutations. Et ces erreurs, la plupart sont délétères, mais quelques-unes sont positives. Et simplement, on a sélectionné celles qui sont positives. Ça, c'est comme ça que le système biologique évolue. Les systèmes humains font aussi des erreurs. Mais si tu ne donnes pas le droit à l'erreur, tu ne peux pas évoluer. D'accord. Einstein l'avait compris, plein de gens l'ont compris, mais pas l'éducation nationale. Parce que typiquement, l'éducation nationale sanctionne les erreurs. Donc il faut expérimenter et accepter d'avoir fait des erreurs et d'apprendre de ces erreurs. Shenzhen en Chine a été créé comme le lieu où les Chinois avaient le droit de faire des erreurs, mais ils devaient tirer les enseignements de leurs erreurs. C'est comme ça que c'est le lieu qui est le plus dynamique en termes de tech. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais on pourra en discuter si vous voulez. Nous, on vient d'ouvrir un CRI là-bas pour pouvoir travailler avec eux. Donc il se passe des choses et ceux qui évoluent le plus vite savent le faire. Et donc, comment est-ce qu'on évolue? La R&D, c'est clé. L'innovation ascendante, c'est clé. S'inspirer de ce qui existe dans d'autres domaines, c'est clé. Ces trois choses-là, elles ne sont pas
au centre de l'éducation nationale aujourd'hui. La formation continue, la formation initiale, parce qu'elle ne s'est jamais donné les moyens, et peut-être qu'elle a cru pendant longtemps qu'elle était optimale. Et ce qui est vrai, c'est que par définition, le système est dirigé par des gens qui ont réussi dans le système. D'accord ? Et donc, s'ils remettent en cause le système, quelque part, ils remettent en cause le fait que le système les a sélectionnés. Et donc, psychologiquement, c'est pas complètement évident de faire des choses comme ça. Donc, il y a des blocages aussi au niveau des parents, parce que si votre enfant est exactement dans le même système éducatif que vous pensez que vous allez pouvoir l'aider quand il aura une difficulté. S'il fait des choses que vous n'avez jamais fait, vous êtes un petit peu plus désarçonné. Donc, qu'on soit parent ou qu'on soit dirigeant du système, on a tendance au conservatisme par défaut, d'autant que l'éducation, c'est la transmission des savoirs du passé. Donc tout ça, ça a cristallisé beaucoup d'inertie. Maintenant, il y a toujours plus d'acteurs aujourd'hui qui se rendent compte que le monde a changé à une telle vitesse que les enfants et les jeunes... si tu veux, hier, l'école pouvait être un lieu d'émancipation supérieur à celui de la famille et celui de la société. Aujourd'hui, c'est un peu moins clair. Et donc, comment est-ce que... et les jeunes s'en rendent compte, et même de plus en plus d'enseignants s'en rendent compte. La hiérarchie finit par s'en rendre compte dans l'éducation nationale. Mais on est dans un système qui a 10 niveaux hiérarchiques. Et quand tu as 10 niveaux hiérarchiques, si chacun d'entre eux a un pouvoir de blocage, la probabilité qu'ils aient simultanément compris ce qu'il faut, elle est de l'ordre de 1 pour 1000. Et donc, c'est super faible. Et donc, il faut... les systèmes qui ont su se mettre en mouvement, c'est des systèmes qui ont cassé la structure hiérarchique, ils ont cassé une structure qui est basée sur le contrôle et ils sont passés à une structure qui est basée sur la confiance. Il y a un très bon bouquin sur la France qui s'appelle La société de défiance. On est le pays dans lequel on a le moins confiance les uns dans les autres et on a le moins confiance dans nos institutions et dans nos chefs, etc. D'où toutes les grèves, tous les machins qu'on connaît trop bien. Et donc on sait râler, on sait critiquer, mais on ne sait pas le faire de manière constructive et on ne sait pas le faire comme une force de proposition et d'innovation. Et il y a une partie des enseignants qui sont contre l'innovation parce qu'ils pensent que c'est à la solde de la Silicon Valley ou de je ne sais pas quoi. Non, l'innovation, elle peut prendre plein de formes et c'est à chacun d'entre nous de savoir ce qu'on veut en faire et c'est à nous de savoir si on a envie d'investir dans des innovations qui ont du sens par rapport à nos valeurs et éventuellement proposer des modèles alternatifs à ceux de la vallée. N'hésitez pas à me demander le micro d'autorité, puisque vous avez vu que vous n'êtes pas là pour être abreuvé de savoir, mais aussi pour le contester. Donc n'hésitez pas, il y a plein de questions qui arrivent. Je vais en lire une qui est très intéressante, mais si vous avez vraiment une question à poser, réellement, n'hésitez pas. La religion est-elle un frein à la connaissance et à l'enseignement, nous demande-t-on. Et j'irai presque plus loin en tirant le fil. On voit bien, et on évoquait ça rapidement hier, que grosso modo, en ligne, existent toutes les théories qui se contredisent les unes les autres. À un moment donné, qu'est-ce qui ferait qu'une théorie qui tout à coup prendrait le dessus sur une autre dirait telle est la vérité? On est ici en France dans un pays sécularisé, laïque, et en même temps on voit bien qu'il y a une interrogation autour de la question de la religion. Je ne sais pas si tu es toi-même outillé pour répondre à ça et si c'est quelque chose qui entre en considération dans ton enseignement et dans ce que tu essayes de mettre en valeur, mais comment faire en sorte de préserver un cadre commun qui soit protégé de à la fois la religion, mais aussi de certaines théories du complot, mais aussi de quelque chose d'irrationnel qui viendrait s'affronter à quelque chose de rationnel. Donc je ne suis pas outillé pour répondre à la question, si c'est la première réponse. La deuxième, c'est que ce qui est intéressant, c'est l'étymologie du mot religion. C'est religere. Et religere, il y a deux manières de l'entendre, apparemment. C'est relire ou relier. D'accord ? Et donc, je pense qu'on a besoin de choses qui nous relient. Et en fait, il y en a plein. Le web en est une. Il y a plein de choses qui nous relient. On peut aussi relire notre histoire commune. Il y a un cours que je vous conseille avec une vidéo sur TED où Bill Gates dit que c'est le meilleur cours du monde. Donc, vous pouvez éventuellement prendre le temps de regarder. Ça s'appelle Big History. D'accord ? Et c'est une histoire qui commence au Big Bang et qui s'arrête à demain. D'accord ? Et donc vous voyez comme ça 13 milliards d'années d'histoire de l'univers, puis l'histoire de la planète, du vivant, de l'humain et de nos civilisations, etc. Et donc ça nous relie parce qu'on a une histoire commune. Mais savoir relire cette histoire commune, ça nous aide à penser que finalement
nos différences sont probablement très faibles par rapport à l'immensité de l'univers et par rapport à même l'histoire de la vie sur cette planète. Et donc je pense que ça aide à prendre du recul par rapport à ces choses-là. Hein, toutes les grandes religions ont des mythes fondateurs. Là, tu as des mythes fondateurs qui sont des mythes scientifiques, qui sont aussi étayés scientifiquement et rationnellement que possible. Qu'est-ce qui s'est exactement passé au Big Bang? On ne sait pas complètement non plus, ni au moment de l'apparition de la vie. Il n'empêche que c'est une histoire qui est cohérente scientifiquement et qui, sous le regard de plein de disciplines, on arrive à dire cette histoire-là. Donc, ce qu'évoque Harari par rapport à ces questions de religion, lui, il dit qu'une des spécificités d'Homo sapiens, c'est-à-dire de nous, c'est notre capacité à croire ensemble à des choses qui n'ont pas de sens, sauf si on y croit tous. Tu me posais initialement la question du diplôme. Le diplôme n'a pas de sens, sauf si le reste de la société croit au diplôme. D'accord ? La religion, enfin Dieu, a d'autant plus de sens que tout le monde croit à Dieu autour de vous. Si vous êtes dans le Moyen-Âge et que tout le monde croit autour de vous à certaines croyances, vous avez intérêt à croire à la même chose, autrement ça va mal se terminer pour vous. Il y a l'Inquisition, il y a tout un tas de choses. Donc on voit bien que on a besoin de croire. Mais il dit que l'entreprise, c'est la même chose. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'une entreprise existe ? Simplement le fait que les gens y croient. Qu'est-ce qui vous fait croire que l'argent existe ? Et donc il donne des exemples, il a un TED qui est hyper drôle dans lequel vous avez un chimpanzé et vous essayez d'échanger des euros contre des bananes. Et ben bon courage. Vous essayez de lui dire que s'il vous donne sa banane maintenant, il aura le droit au paradis dans quelques années. Bon courage. D'accord ? Et donc il dit voilà, c'est pas hyper rationnel en fait ces choses-là. Et donc le simple fait de discuter avec un chimpanzé ou peut-être demain avec un robot de ces sujets va nous obliger à repenser en fait ces sujets-là. Et l'une des difficultés des religions, c'est est-ce qu'on peut inventer des religions, si on en a vraiment besoin, en tout cas des choses qui nous aident à nous relier les uns aux autres, qui ont du sens autant que possible et qui nous aident à donner du sens à ce que l'on veut faire collectivement. Mais en même temps quelque chose qui soit évolutif, qui soit basé sur ce que nous dit la science, plutôt que de nier un certain nombre de choses et de brûler Galilée ou d'autres parce qu'ils ont pensé différemment de ce que le dogme a tendance à imposer. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de se projeter collectivement, je pense qu'on en a besoin. Ça fait visiblement partie de nous. Alors, quelle forme ça doit prendre ? Moi, j'en sais absolument rien. Mais je pense qu'il y a besoin de ces questions, visiblement, de comment est-ce qu'on relie notre passé, comment on se relie les uns aux autres, et comment est-ce qu'on se projette dans l'avenir. Et donc, on a besoin de collectivement apporter des réponses à ça. Oui. Oui. Une question, est-ce que l'éducation, c'est la religion de la République ? Et est-ce que l'éducation est en train d'échouer à nous relier les uns les autres ? Alors, ce qui est sûr, c'est que les relations entre l'éducation et la religion ont été longtemps complexes. Et que, en même temps, l'école a voulu être laïque, elle a voulu mettre en dehors la religion et qu'elle a imposé un certain nombre d'autres manières de relire son histoire. Et typiquement, le roman national est encore très débattu politiquement. Et en même temps, de nous relier, elle nous a imposé des choses communes. Hein, moi, je suis corse, mon grand-père se faisait engueuler à chaque fois qu'il parlait corse dans la cour de récréation. Donc, qu'on soit d'origine immigrée ou des immigrés de l'intérieur qu'étaient les petits provinciaux qui parlaient d'autres langues, l'éducation a imposé, pas toujours avec tendresse et bienveillance, un modèle unique. Et cette absence de reconnaissance de la diversité des origines, des cultures, etc., n'est pas forcément le meilleur gage d'intégration de tout un tas de gens. Et donc je pense que vouloir imposer un mythe fondateur de la République ou d'autres choses, typiquement de nos ancêtres les Gaulois, enfin, ce genre de choses, c'est extraordinairement limité. Parce que on est tous issus, et c'est là où le génome, par exemple, nous apporte plein de choses. Si vous regardez votre génome, il y a une assez bonne vidéo sur le web qui circule, dans lequel il y a des gens très différents qui disent à quel point ils détestent le mec d'à côté. Et puis ensuite, on étudie leur génome et on leur montre que leur génome, en fait, il est recombinant de l'ADN d'à côté, puis de l'ADN de plein d'autres endroits. Et donc, ils se rendent compte qu'ils ont cette histoire commune. Et donc, je pense que si on est capable, scientifiquement, d'étayer
le fait que nous sommes divers et nous avons besoin de reconnaître cette diversité et de l'encourager? Est-ce qu'on a une éducation, typiquement, l'éducation nationale est très inégalitaire, c'est quasiment la plus inégalitaire de l'OCDE, et en particulier pour les jeunes issus de l'immigration. Les pays qui savent faire réussir tout le monde, y compris les jeunes issus de l'immigration, sont des pays qui savent reconnaître la diversité et qui savent dire à un jeune qui vient d'un autre pays, eh bien écoute, c'est une force et une richesse pour nous tous que tu viennes d'ailleurs et que tu puisses représenter et être l'ambassadeur de l'endroit d'où tu viens. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu viens? Est-ce que tu peux, et demain tu seras peut-être l'ambassadeur de notre pays dans un autre, parce que tu seras encore amené en tant que citoyen du monde à passer d'un lieu à un autre et tu seras un passeur. Et donc, est-ce qu'on est capable d'intégrer cette diversité ou est-ce qu'on se sent obligé d'imposer un moule? Et ça, je pense que c'est assez radical comme vision. Et donc, effectivement, l'éducation est un enjeu politique. Et si tu veux, les débats sur l'éducation, comme les débats sur la politique, sont plus violents et plus forts en France. On a une histoire avec plein de révolutions. C'est la même chose dans le domaine de l'éducation. On a changé beaucoup de choses après mai 68 et ensuite, on a tout verrouillé pour s'assurer que le système ne bougerait plus. D'accord. Et c'est des anciens 68ards qui, connaissant comment on fait des révolutions, ont juste mis un certain nombre de verrous pour que les étudiants ferment leur gueule et qu'on ne demande pas leur avis. Hein. Juste pour donner un chiffre, 95% des jeunes à qui on a posé la question pensent que l'éducation devrait changer. 95%. Simplement, on leur a jamais demandé ce qu'ils voudraient à la place. D'accord. Donc si vous créez une app qui permet aux gens de savoir s'ils aiment le système éducatif tel qu'il est ou pas, et si vous leur demandiez de proposer d'autres choses, je pense qu'on pourrait voir très rapidement fleurir tout un tas d'autres possibilités. On va poser une dernière question parce qu'il y a, bon, en fait, je sais pas ce qui vous prend ce matin. Vous avez envie de faire des devoirs de philo de 4 heures, 3 copies doubles. Et donc toutes les questions que vous posez mériteraient, je pense, à chaque fois une séance entière. Mais peut-être je vais prendre parmi toutes les questions qui ont été posées une dernière pour toi, François. C'est qu'est-ce qui fait qu'un élève est content d'apprendre? Comment on fait pour réintéresser un élève? On a le sentiment finalement que être à l'école, c'est un peu la purge. Comment on fait pour intéresser quelqu'un? Moi, j'ai l'impression que là, depuis une heure qu'on discute, on entendrait une mouche voler, on entend bien le périph'. Donc j'imagine que ce que tu dis est intéressant. Est-ce qu'il suffit d'être intéressant? Comment on réintéresse l'élève? Comment on le réimplique dans le processus éducatif? J'ai aussi vu plein d'autres questions. Donc je vous félicite tous pour vos questions. Je vous propose de me les envoyer. Éventuellement, on peut en discuter de chacune dans d'autres circonstances. Parce qu'effectivement, elles mériteraient toutes des débats entiers. Et en même temps, pas simplement des débats, mais des débats dans lesquels on se demande comment est-ce qu'on opérationnalise ces questions et est-ce qu'on est capable de créer des choses. Donc pour répondre à ta dernière question sur comment est-ce qu'on motive les élèves, ben, je pense qu'en fait, il faut partir de leur questionnement. Je veux dire, Socrate... l'avait compris déjà avant tout le monde, donc je pense qu'on aurait besoin de technologies du questionnement et des technologies socratiques. Juste pour vous dire, Socrate était contre la technologie de son temps qui était l'écriture, parce qu'il disait quand on écrit, on ne sait pas qui va nous lire, et quand on lit, on ne peut pas poser de questions à celui qui a écrit. Et donc il était déjà contre cette technologie. Est-ce qu'on peut inventer des technologies qui soient plus socratiques que l'écriture? Donc typiquement la télé, c'est pas hyper socratique. D'accord. Twitter, ça l'est déjà un peu plus. Ici, j'ai pas eu le temps de regarder mon flux Twitter, mais si vous voulez qu'on continue la conversation, on peut essayer de le faire au moins à cet endroit-là. Donc il y a des technologies qui permettent plus de questionnement et d'interaction que d'autres. Mais je pense pas qu'elles aient jamais été optimisées dans ce sens-là pour l'instant. Donc peut-être qu'il y a des choses à inventer et ça sera peut-être des défis pour vous. Et donc je pense que partir du questionnement et le creuser, c'est essentiel. Donc nous, on a un projet qui s'appelle les Saventuriers. Je vous encourage à regarder et puis éventuellement vous pouvez même vous y impliquer. L'idée c'est de relier des classes à des gens qui ont suffisamment de connaissances pour accompagner le questionnement des enfants dans un domaine particulier. Et donc on a typiquement ce projet, c'est un projet d'enfants chercheurs où on s'est rendu compte que les plus jeunes auteurs de publications scientifiques avaient 8 ans. D'accord. Et il y a une chercheuse de Berkeley qui a montré qu'on est tous nés chercheurs. Parce que si vous regardez un bébé, la manière dont il observe le monde autour de lui, la manière dont il
fait des hypothèses, la manière dont il teste ses hypothèses, la manière dont il fait des erreurs, il apprend de ses erreurs. C'est typiquement des choses qu'on retrouve chez les chercheurs. Et puis comme les chercheurs, quand ils trouvent un truc, il est trop content, il dit ah, donc il dit pas Eureka, il publie pas, mais c'est un peu la même chose. Il est très fier de lui. Et donc ce questionnement enfantin, cette volonté d'explorer le monde qui est complètement innée chez les humains, comment est-ce qu'on la nourrit plutôt que de l'éteindre, hein, parce que le pic de questionnement, il est à 4 ans aujourd'hui. Et après, à mesure que vous arrivez dans l'école, pour des raisons qui restent encore inexpliquées par la science, ça n'est pas fortement encouragé. Donc, comment est-ce qu'on peut inventer une école qui soit une école du questionnement et de la motivation, dans lequel, quand on s'intéresse à quelque chose, on va pouvoir le creuser toujours plus profondément. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire que ce questionnement scientifique, comment est-ce qu'on passe du questionnement enfantin au questionnement scientifique, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire dans ce projet des Saventuriers, et on l'a fait dans plein de domaines. Donc on l'a fait initialement en biologie parce que je suis biologiste, et progressivement on a fait l'astrophysique, on a fait le droit, on a fait la sociologie, on a fait les sciences du cerveau, on a fait le climat, etc. Et les enfants, ils ont plein de questions par rapport à ça. D'accord ? Et une question qui est liée, c'est quand tu commences à leur parler des enjeux planétaires, évidemment, ils ont envie de passer leur avenir sur cette planète parce qu'ils se rendent bien compte que Centura, Proxima du Centaure, ça a l'air vachement sympa, mais enfin c'est quand même un peu loin et puis tout le monde n'ira pas, quoi. Donc a priori, c'est sur cette planète qu'ils vont finir leur existence, et donc ça les intéresse de comprendre comment cette planète va, et quand ils se rendent compte qu'elle va pas très bien, ça les intéresse de contribuer à faire que ça aille mieux. Et donc il y a un projet un peu complémentaire des Saventuriers qui s'appelle les Bâtisseurs de Possibles, vous pouvez regarder aussi. C'est un projet dans lequel on invite les enfants à se questionner sur le monde et à se dire quels sont les problèmes de leur environnement, et à éventuellement essayer de trouver une solution à leur échelle. Donc s'ils s'intéressent par exemple au changement climatique, eh bien, ils peuvent se rendre compte que s'ils vont eux-mêmes à pied à l'école plutôt que de se faire emmener en voiture par leurs parents, s'ils font du covoiturage pour y aller, etc., ils vont éventuellement avoir une empreinte carbone qui va diminuer. Et ils vont apprendre plein de choses au passage. Ils vont apprendre à coopérer, ils vont apprendre ce que c'est que le climat, ils vont apprendre tout un tas de métacompétences, et ils vont apprendre à être des citoyens du monde qui intègrent les différentes dimensions du savoir, hein. Juste pour refaire un petit clin d'œil à nos amis grecs, Aristote disait qu'il y avait 3 formes de savoir. Épistémé, qui est la connaissance du monde; techné, qui a donné la technologie, qui est comment est-ce qu'on agit sur le monde; et phronésis, qui est l'éthique de l'action. Et le problème, c'est qu'on vous a beaucoup parlé d'épistémé et de science et de techné, la technologie, mais tous les combien on vous parle de phronésis et d'éthique de l'action. Et si vous n'êtes pas capable de penser l'éthique de vos actions, y compris les technologies que vous produisez, alors demain, on aura tout un tas de problèmes qu'on a commencé à évoquer. Donc il y a besoin de concilier ces différentes choses, mais ça, tu peux l'apprendre aux enfants très tôt. Nous, on a des classes il y a plein de classes maintenant qui font des débats philo. Donc toutes les questions que vous posez, qui sont d'excellentes questions, on n'est pas obligé de les aborder de manière hyper aride en terminale sous la forme de la disserte en 3 parties, quoi, dans lesquelles il faut recracher exactement ce que Platon pensait, ou essayer de penser de manière critique selon un corpus de connaissances très limité. Comment est-ce qu'on peut, dès l'enfance, se poser les questions, et donc comment est-ce qu'on peut repenser tout ça, et on peut le faire à tous les âges. Nous, par exemple, la plupart des programmes éducatifs qu'on a créés, que ce soit pour les enfants ou pour les étudiants, ont été co-designés avec les étudiants. Donc si tu co-designs avec ceux qui sont les premiers concernés, tu as plus de chances de faire des choses qui ont du sens. Et maintenant, on en est par exemple à faire des diplômes blancs. D'accord ? Alors les gens me disent, c'est quoi un diplôme blanc ? Ben, c'est comme un tableau blanc, il n'y a rien écrit au début, mais au bout d'un moment, il va y avoir des choses écrites, comme sur une page blanche. Et ce qui compte, c'est de faire un espèce d'open portfolio qui va te permettre de documenter tout ce que tu auras fait dans ton diplôme. Et il y a un monsieur qui s'appelait Humboldt, il y a 200 ans, qui a réinventé les universités. Et en théorie, d'après lui, l'université qui sortait de la théologie, etc., devait être un endroit où on était libre d'apprendre, libre d'enseigner, libre de faire de la recherche, et où l'étudiant pouvait trouver un mentor bienveillant pour l'accompagner dans son projet d'étudiant. D'accord ? Et pas être là pour faire ce que impose le maître, et de le faire exactement comme ça a toujours été fait depuis longtemps. Et donc on voit bien que si tu co-designs avec des principes qui peuvent venir de Socrate, de Humboldt, de Montessori, de Freinet ou de plein de gens, tu peux accompagner les jeunes dans une démarche d'exploration dans laquelle leur motivation va être beaucoup plus nourrie et dans laquelle ils vont pouvoir s'impliquer beaucoup plus. Je crois que ce sera le mot de la fin. Merci vraiment à toi, François. Je vous demande de remercier notre invité.
crois qu'entre Aristote et Socrate, aujourd'hui, je pense que tu aurais une meilleure note en philo. Et je pense que justement la philosophie, l'étude de la sagesse, ça nous permet justement à tous de progresser. Merci à tous pour vos questions. On peut se réunir là et 5 minutes et poursuivre si vous avez envie rapidement la conversation. Vraiment merci, je crois qu'on a appris pas mal de choses. On a surtout appris qu'on avait beaucoup de travail et beaucoup de choses encore à apprendre et que l'école et celle-ci en particulier était quelque chose précisément d'organique où c'est jamais terminé et où on a toujours besoin de questionnement et où surtout on a appris qu'Epithèque était maintenant aussi une école de philosophie. Donc merci à tous. On se retrouve demain matin à 9 h avec Mounir Majoubi du Conseil national du numérique et nous discuterons travail. Non, on se retrouve demain matin. Oui, c'est ça, hein, tout à fait. Fabrice, tu as une... C'est jeudi, Stigler. Merci pour... Tu as rien suivi. Merci à tous. À demain matin, 9 h. Merci.